Et coucou! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo pile à lire. C'est depuis le confinement que ma passion pour la lecture a pris un sacré tournant. J'ai beaucoup lu entre 2020 et 2024 et à partir de 2025, mon rythme a commencé à diminuer. Par contre, mon porte-monnaie, lui, il a continué à se vider pour remplir ma bibliothèque. J'ai actuellement 12 livres dans ma pile à lire et je vais vous les présenter aujourd'hui. Je suis une grande lectrice de romance de manière générale, mais on n'a pas que de la romance dans ma pile à lire, on a aussi de la romantécie, un petit peu de livres pour adultes dans le sens où ce sont des livres qui n'abordent pas des thématiques autour de l'identité de soi ou autour de l'amour, vous allez comprendre de quoi je parle. Et on m'a offert un livre, mais je pense pas que ça soit de la dark romance, c'est peut-être juste de la romance un petit peu pimentée, mais pas de dark romance. Ce n'est absolument pas mon univers. Je vais vous parler de mon expérience avec la dark romance juste après, mais de mémoire, je crois pas avoir acheté de la dark romance là-dedans. Tu veux faire quoi le chien? Tu veux rentrer? Bio, tu fais quoi? Ah les chats. Pourtant, on laisse ouvert, mais ils savent quand même pas se décider. On va commencer cette pile à lire avec une autrice que j'adore et il fallait absolument que je lise ses premiers romans parce que je ne les ai pas lus. On parle bien évidemment de Morgane Moncomble. J'ai deux livres à vous présenter, Viens on s'aime et L'As de pique. On va commencer avec Viens on s'aime qui est un livre de New Romance. Alors qu'est-ce que c'est la New Romance pour ceux qui ne connaissent pas? Je vais vous lire la définition exacte que j'ai trouvée sur internet pour ne pas dire de bêtises. Il met en avant des personnages dont le passé, souvent troublé ou tortueux, a des répercussions sur leur vie actuelle et par extension sur leur histoire amoureuse. La plupart du temps, l'intrigue du livre repose sur la façon dont les personnages vont surmonter les difficultés liées à ce passé pour connaître l'amour. La New Romance est aussi caractérisée par la présence de scènes érotiques explicites, qui est notée en bas avec les petites femmes, ou des flammes, ça dépend de la maison d'édition. Et on y retrouve aussi des trigger warnings, donc des alertes concernant des sujets bien particuliers. Par exemple, le harcèlement, le deuil, la mort, la violence physique, la violence parfois aussi. Donc ça peut heurter aussi la sensibilité des jeunes, c'est pour ça qu'on recommande la New Romance pour des personnes qui ont... on dit 15 ans, moi je suis plutôt sur l'âge de 16 ans, ou alors une jeune fille ou un jeune garçon de 15 ans, mais qui est assez mature. Mais concernant Morgane Moncomble, ses lectures sont recommandées à partir de 15 ans. Voici le résumé. Lorsque Violette fait la connaissance de Loan, son séduisant voisin, il devient vite son meilleur ami, prouvant ainsi que les coups de foudre platoniques existent entre garçons et filles. Un an plus tard, la situation n'est plus tout à fait la même. La petite amie de Loan l'a quitté, et Violette commence à nouer une jolie idylle avec un garçon, Clément. Seule leur amitié perdure envers et contre tout. Violette fait alors une bien curieuse proposition à Loan. Elle lui demande d'être son premier amant, bouleversant ainsi toutes les règles de leur relation amicale. Loan hésite à mettre en danger ce qui les unit, mais il sait que si Violette a besoin de lui, il répondra présent. Cela peut tout changer entre eux, mais c'est peut-être ce dont ils avaient envie, tous les deux. Alors là, on est sur une romance psychologique avec 2 filles sur 3. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Puisque moi non plus je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, je me suis renseignée. Alors, ça veut dire que l'autrice fait vivre à ses personnages des situations parfois difficiles, et ce de manière explicite. Mais pour avoir lu des romances de Morgane Moncomble, je sais que ce sont des sujets qui sont généralement bien traités et bien travaillés par l'autrice. Je ne peux pas vous parler de la fin de ce roman parce que je l'ai pas lu, c'est le but de la vidéo, mais je sais que généralement Morgane Moncomble fait en sorte qu'il y a des happy end. Je pense que c'est une bonne romance à lire sur la plage ou au bord de la piscine. On continue avec L'As de pique. Donc là je triche un peu, il est dans ma pile à lire, mais c'est un livre que j'ai commencé à écouter et non pas à lire, puisque sur Spotify on a la possibilité d'écouter des romans, et quand j'ai vu qu'il y avait L'As de pique, je me suis dit que j'allais l'écouter tout simplement. Alors il faut savoir que L'As de pique a été édité après L'As de cœur. On a d'abord juste ici L'As de cœur et la suite L'As de pique. Alors les deux romans n'ont pas forcément de lien entre eux, d'ailleurs ils n'en ont aucun, si ce n'est que dans L'As de pique, on va retrouver des personnages qu'il y avait dans L'As de cœur. C'est la seule chose, et ça spoil un petit peu L'As de cœur, mais vous pouvez lire L'As de pique vraiment sans avoir lu L'As de cœur, hein, ça, y a aucun souci avec ça. Donc, ayant déjà lu L'As de cœur, j'avais envie de lire L'As de pique. Enfant star, Daisy Coleman est la chanteuse la plus en vogue du moment. Elle a tout pour être heureuse, hormis la seule chose qu'elle désire depuis toujours, Thomas Kalberg, le meilleur ami de son frère, et le seul homme incapable de l'aimer. Thomas a toujours ignoré les avances de Daisy, cette jeune fille qui le suivait partout du regard. Mais le voilà de retour après 4 ans d'absence et tout a changé. En devenant son garde du corps, son seul but est de la protéger coûte que coûte. Le plus dur s'avère toutefois de garder ses distances, car Daisy est devenue une femme et elle compte bien le lui prouver. Sociopathe ou non, Thomas Kalberg tombera amoureux d'elle, elle s'en fait la promesse.
Pour avoir lu le début, enfin écouté le début, effectivement c'est un sacré sociopathe. Hein. Il est incapable d'éprouver de l'amour. Voilà, donc ça promet pour une histoire d'amour. Ah oui, j'ai pas dit, c'est une romance pareil, psychologie 2 sur 3. Et il y a la mention, j'avais pas vu, attention, public averti, puisqu'effectivement, il y a plusieurs scènes explicites. Voilà, donc, bon, vous m'avez compris. On passe ensuite à une nouvelle autrice avec Campus Driver, écrit par C.S. Quill, et Campus Driver est le premier tome d'une série de 4 tomes, ou 5 tomes si je dis pas de bêtises. Il veut pas faire le focus, mais il est noté 2 sur 3 dans la catégorie comédie romantique. Ça veut dire qu'il y aura peu de scènes explicites, mais qu'il y en aura quand même. De manière générale, comme je le disais, la new romance, hein, pas moins de 15 ans. Voire 16 ans. Voici le résumé. L'année universitaire qui débute promet d'être radieuse pour Lane O'Neill. Campus Driver, l'application qu'il a fondée avec ses meilleurs amis cartonne. Le concept est simple. Jouer les taxis pour étudiants au volant de voitures de collection. Les filles en raffolent, et les 4 chauffeurs ont le cœur à ne jamais décevoir leur clientèle. Lane n'a qu'un seul défaut aux yeux de la gente féminine, il ne s'attache pas. Jamais. Dès qu'il pousse la porte de chez lui, il aspire à ce qu'on lui fiche la paix. Alors comment se trouve-t-il à héberger Lois Hogan, la fille que son voisin vient de larguer? Je vais voir au début si on nous annonce des trigger warnings. Non, il n'y a pas de trigger warning au début. Ça me donne très envie parce que ça a l'air tellement frais. Des étudiants à l'université qui font la fête et qui vivent des histoires d'amour. Quoi de mieux. Et si j'ai bien compris, dans les tomes suivants, on suit l'histoire, alors soit des autres garçons qui ont fondé l'application, soit des autres filles. Je sais pas exactement puisque je l'ai pas lu, mais ça m'étonnerait pas qu'on suive l'histoire des autres garçons. Pour ceux qui aiment la mythologie grecque, on a Circé. C'est le genre de roman que j'adore quand ça met en scène des divinités. Alors je sais pas ce que ça donne. Je sais qu'il y a aussi un autre roman de la même autrice et de la même collection qui est Le Talent d'Achille. Ah non, pardon, Le Chant d'Achille. La couverture est super joli, ça c'est le format de poche, et il me donne très envie parce que la mythologie grecque, je sais pas expliquer pourquoi, ça me fascine. Je me renseigne sur le sujet de manière spontanée, des fois de temps en temps quand il y a des TikTok ou des vidéos YouTube qui sortent, mais il faudrait que je me penche davantage sur toutes ces histoires parce qu'elles me fascinent. Alors, fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé, la nymphe, grandit parmi les divinités de l'Olympe, mais son caractère détonne. On l'a dit sorcière, parce qu'elle aime changer les choses. Plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte, comme le fut jadis Prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est. Demi-déesse certes, mais femme avant tout, puissante, libre, amoureuse. Pas de trigger warning particulier, voilà, donc hâte de le lire. Je vais le sortir maintenant parce que il m'énerve, il prend trop de place. On est sur L'année solitaire de Alice Oseman. L'année solitaire reprend l'histoire de la sœur de Charlie dans la série Heartstopper. Ayant adoré Heartstopper, j'avais évidemment envie de lire l'histoire de sa sœur, dont on ne parle pas trop dans la série. Regardez-moi ce livre, il est magnifique. Un jaspage tout rose, une couverture super jolie. Le résumé dit: on attend tous que quelque chose... Oula, 1, 2, 3, que quelque chose change. C'est l'histoire de Tori Spring et de l'année où tout a basculé. C'est aussi l'histoire de Michael Holden, de Charlie, de Becky, de Lucas et du mystérieux collectif solitaire. Voilà. Le résumé ne dit pas grand chose, par contre je vais vous lire la note de l'autrice avant que vous n'ayez envie de lire ce livre. Ce livre contient des références au suicide, aux pensées suicidaires et aux tentatives de suicide, à l'automutilation, à la dépression, aux troubles du comportement alimentaire et aux troubles obsessionnels compulsifs. Il est à lire avec distance et les précautions nécessaires. Certains personnages de l'année solitaire sont communs avec ceux de ma série graphique Heartstopper, dont le tome 4 se déroule parallèlement aux événements du roman. Toutes celles et ceux qui découvrent ce livre après les romans graphiques, merci de noter que le ton y est différent. L'année solitaire a été écrit en 2012, longtemps avant la création de Heartstopper, et explore des thèmes plus sombres. Il ne conviendra peut-être pas à tous les lecteurs qui ont apprécié les romans graphiques. Voilà, donc on verra bien. En tout cas, il est très agréable à lire, il s'ouvre en entier. C'est un livre dur. Bon, il m'a quand même coûté 24 €, donc voilà, j'en prends soin, j'en prends grand soin. Je vais peut-être pas le lire cet été, parce que pour moi l'été c'est quand même un mood un peu plus romantique, un peu plus joyeux, un peu plus humoristique. Ça a l'air vachement sombre quand même. Ce que je trouve dommage, c'est que effectivement c'est un livre visiblement très sombre, et pourtant il donne envie d'être lu en plein été. Une couverture blanche, des couleurs très pâles, du doré. Est-ce que c'était la bonne direction artistique? Je sais pas, on verra. On a ensuite une autre romance avec... Enfin, romance.
Je saurais pas trop dire si c'est vraiment une romance, mais je sais qu'il y a une histoire d'amour avec La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gorman et Marie Alino. Quand il est sorti, j'avais très envie de le lire parce que en fait les autrices partageaient en même temps que la rédaction du roman les endroits qu'elles visitaient pour s'inspirer et écrire le roman. Donc c'est un roman qui se déroule aux États-Unis, un roman très sombre à partir de 16 ans. Voilà, c'est écrit. Et en fait, ça me donnait vraiment envie parce que elle donnait des petits bouts d'informations sur la thématique, le caractère des personnages, le lieu où se déroulait l'histoire, et ça donne envie, hein. Voilà. Finn pourra-t-il se sauver de lui-même? J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que, parfois, c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent la route comme des lumières dans la nuit. Nous informons à nos lectrices que ce roman aborde des sujets difficiles tels que les violences sur mineurs, la consommation d'alcool, le suicide ainsi que la LGBT-phobie. La lecture peut donc être douloureuse pour les personnes ayant vécu ces traumatismes. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas lire ces passages, des étoiles noires annoncent la présence de trigger warning au début du chapitre, contenant des scènes difficiles. C'est bien. Du coup, je me demande si on est quand même capable de comprendre l'histoire si on saute certains chapitres. Il me tarde de savoir. Si je dis pas de bêtises, il me semble que celui-ci est aussi disponible sur Spotify pour une version audio, donc peut-être que je lirai ça comme ça. Ensuite, on a le livre Dans le bleu. Ça, pour le coup, je ne sais pas du tout si c'est une romance. Je sais simplement que ça aborde les médicaments, les drogues, thématiques autour de l'addiction, et je ne sais pas s'il y a une romance à l'intérieur. C'est l'histoire d'un naufrage, d'un deuil impossible, d'une amitié qui détruit, d'un amour qui guérit, d'un envol. Jenna se remet à peine d'un accident qui a coûté la vie à sa mère. Nouvelle famille, nouveau lycée, la jeune fille refuse toute compassion et n'aspire qu'à retourner dans le bleu. Le paradis artificiel des antidouleurs au risque de se perdre. Voilà. Il me semblait bien qu'il y avait des addictions aux médicaments. Je pense que c'est une lecture très difficile. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà pris des antidouleurs à cause de mon endométriose, notamment du tramadol, et je ne peux que comprendre l'envie de retourner dans ce monde artificiel. Donc j'espère que c'est un livre qui pourra aussi m'éclairer par rapport à ça, parce que j'ai conscience que je peux avoir la main lourde sur le tramadol par moment, loin d'être addict par contre. Mon copain me surveille bien. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas pris de tramadol parce que je n'en ai pas besoin, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est très facile de se dire, allez hop, je prends 2 médicaments et je m'allonge et puis ça y est, je suis dans le monde des bisounours, quoi. Peut-être que ce livre pourra me faire ouvrir les yeux et que la protagoniste trouvera des solutions pour éviter ces médicaments ou pas, j'en sais rien. On verra bien. Quand je les aurai lus, de toute façon, je pense que je ferai un retour de lecture. On a ensuite, bon sûr si je l'ai mis, allez celui-là, The Perfect Match. Donc là il y a une flamme sur 5, voilà c'est écrit là. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu de spicy, un petit peu de scène érotique, mais qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup ou alors qu'elles sont pas forcément explicites. On est là sur une dystopie, et la dystopie j'ai découvert ça il y a, pendant le confinement en fait avec la série... La sélection, et j'ai vraiment adoré. Ça aborde un futur hypothétique qui peut te mettre un peu en stress, c'est vrai parfois. Donc là on est au 22e siècle. Ne cherchez plus l'amour, à votre majorité, la science vous indique qui est votre âme sœur. Respectez la loi ou écoutez son cœur. 98,8%. Elliot peine encore à y croire, mais les résultats de son test de compatibilité sont sans appel. L'État américain vient de décréter scientifiquement qu'Isaac Mika est son âme sœur la plus pure, celle avec laquelle elle devra se marier. Ah, Elliot. Ah oui, d'accord. Ah oui, des fois, les prénoms américains, tu sais pas si c'est des filles ou des garçons. Donc, Elliot, celle que j'ai dit au début, c'est une fille. Elle devra se marier et aménager dans les prochaines semaines, alors même que son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Isaac. Elle le savait pourtant très bien. Au 22e siècle, c'est la science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société. N'en déplaise à son futur époux, cet être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place, quitte à entraîner Elliot dans sa chute. Donc voilà. Je ne connais pas du tout cette autrice. Quand j'ai vu la couverture, elle m'a donné un petit peu envie quand même, on va pas se mentir. Et visiblement, il y a un tome 2. Alors j'aime bien aussi quand les romans ont 1 ou 2 tomes. Donc les one-shots, c'est génial. Un tome, c'est ok, c'est nickel. Je commence à souffler quand il y a 3, 4, 5 tomes. Là, c'est un peu long, mais 2 tomes, c'est parfait. On passe à une toute autre catégorie, avec les 2 romans d'une autrice, Christina Dalscher, bon, j'espère que je le dis bien, avec Vox et QI.
Puis je suis déjà en train de le lire, je suis quasiment à la fin, mais comme je vous présentais Vox, il me paraissait intéressant aussi, même si c'est pas une pile à lire, de vous présenter QI, parce qu'ils abordent des thématiques, pas des thématiques similaires, mais on reste dans de la dystopie où l'avenir n'est pas aussi joyeux qu'on l'imagine. On va commencer par QI. Ne pas laisser les enfants à la traîne, c'est tous les pénaliser. Trop d'élèves? Pas assez d'enseignants? Avec le programme Famille idéale, l'État a trouvé la solution à ces problèmes. Chaque mois, les élèves sont soumis à un examen de quotient intellectuel. Qui dit score élevé dit école d'élite, privilège, avenir tout tracé. Qui dit score bas dit internat fédéral, sans famille ni débouché. Elena Fairchild, enseignante elle-même, trouvait ça très bien jusque-là. Seulement, lorsque sa cadette échoue à son test, tout ce bel équilibre commence à vaciller. Pour sa fille et contre le système, cette mère révoltée va enfin se mettre à faire des vagues, beaucoup de vagues. Donc un système élitiste remis en cause. Intéressant. Et ensuite on a Vox, c'est celui-là qui m'a donné le plus envie quand je l'ai vu, mais après quand j'ai lu le résumé de QI, QI aussi m'a donné très envie. 100 mots par jour. Depuis l'avènement au pouvoir d'un parti fondamentaliste, les femmes sont soumises à ce quota absurde. Un mot de plus, un seul, et le bracelet compteur qu'elle porte au poignet envoie une décharge électrique. Aussi, lorsque Jean McClellan se voit proposer de venir en aide au frère du président, victime d'une aphasie, l'ex-docteur en neurosciences n'hésite-t-elle pas longtemps. La récompense? La possibilité de s'affranchir, et sa fille avec, de son quota de mots. Mais ce qu'elle va découvrir lorsqu'elle recouvre la parole pourrait bien la laisser définitivement sans voix. Donc les femmes qui ont 100 mots par jour. Je me sens un peu concernée par ce roman. On verra bien ce que ça donne. Il nous reste ensuite 3 derniers livres, celui-là qui est une romance, et ensuite on a de la romantécie. Pour la dernière romance, on est sur Attracted, attiré au cœur de ton passé, avec une couverture absolument magnifique, c'est le livre qu'on m'a offert. Se reconstruire malgré tout. Jeune lycéenne, Sierra Sanchez vient d'aménager avec toute sa famille à Jacksonville en Floride. Après avoir vécu en Italie, elle et ses proches ont décidé de partir aux États-Unis. Anéantie, elle tente de laisser une nouvelle chance à la vie pour ne pas sombrer totalement. À des milliers de kilomètres des lieux du drame, elle s'accroche autant que possible, mais le défi est immense. Sierra partage son quotidien avec les amis de son frère, Estos, et surtout Jaden Ace Evans, le meilleur ami de ce dernier, qu'elle craint instinctivement. Jaden ne comprend pas les raisons qui poussent Sierra à le fuir. Même s'il s'interdit d'éprouver tout sentiment, la peur de la jeune femme l'intrigue et il compte bien tout faire pour percer ce mystère, quitte à mettre en danger la relation unique qu'il a tissée avec Estos depuis qu'il s'est réfugié chez les Sanchez après une enfance plus que chaotique. Réussira-t-il à garder le contrôle de cette situation? Sierra pourra-t-elle continuer à se reconstruire malgré cet environnement destructeur? Ok, c'est pas très clair dans le résumé. Visiblement, on a une jeune fille qui se reconstruit et un garçon qui est le meilleur ami du frère de la protagoniste qui vit chez eux et qui veut à tout prix savoir et connaître l'histoire de Sierra. On est sur un roman, donc c'est écrit 100% romance, 0 dark romance. Par contre, on a 2 petites pommes, donc ça veut dire qu'il y a des scènes explicites, peu de scènes explicites, mais il y en a quand même. Oh, j'avais pas vu. J'aime bien quand il y a des images comme ça. Quand il y a des personnages sur les couvertures, ça casse un peu le charme. Par contre, à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Nous voilà sur de la romantécie, qui est un genre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et qui me plaît beaucoup. On a un livre aussi que l'on m'a offert qui s'appelle Witch and Wolf, et le résumé nous dit « Sous la lune de sang, le désir réveille d'anciennes légendes. Après le massacre brutal de sa famille par des chasseurs, Nikki découvre qu'elle est une sorcière. Accusée à tort de meurtre en fuyant pour survivre, elle finit par s'installer à Riverside Creek, une petite ville en apparence paisible. Fascinée par l'un de ses professeurs de fac, le séduisant T.E., c'est quoi ces noms? Elle est loin de se douter qu'il est un loup-garou, et pas n'importe lequel. T n'est autre que l'ancien alpha de la meute de Riverside Creek, un loup puissant, exilé et un tueur de sorcières. De retour après des années d'errance, ce dernier retrouve peu à peu ses marques, mais la présence de la troublante Nikki fait ressurgir ses pires souvenirs. D'une petite ville hantée par le passé et brisée par la haine entre sorcières et loups-garous, l'attirance entre Nikki et T devient alors le catalyseur d'une menace qui les dépasse tous. Dans cette petite ville américaine en apparence tranquille, les masques vont enfin tomber. Ça aussi, ça me donne très envie. Sorcières, loups-garous, vampires, tout cet univers... J'adore. Pourquoi est-ce que je l'ai pas lu plus tôt? Pourquoi est-ce que je ne lis pas mes livres? Parce que c'est plus facile de scroller sur le téléphone ou de regarder des vidéos YouTube. Il faut vraiment que je me replonge dans la lecture. Je voyais bien à quel point ça me faisait du bien il y a quelques années quand je lisais énormément. Donc on est à la moitié de 2025. Je vais essayer sur cette fin d'année de lire un peu plus. En sachant que je dois vous faire un retour de lecture, peut-être que ça me motivera davantage à lire des romans. Et enfin, un livre de vampires. When the King Falls.
avec un jaspage pareil, très joli. Mais là, il est pas en dur, c'est un livre broché qu'on appelle ça, me semble-t-il. Je suis son épouse, je suis son destin, je serai sa perte. Londres de nos jours. Depuis des siècles, les vampires règnent d'une main de fer sur l'humanité, mais dans l'ombre, une rébellion s'est formée. Un groupe d'humains déterminés à renverser cette tyrannie. Florence, membre de cette résistance, a été préparée dès sa naissance à accomplir une mission cruciale, assassiner le roi Bénédicte. Chaque solstice d'hiver, le roi choisit une nouvelle épouse de sang pour se maintenir en vie, et cette année, Florence fait partie des candidates. Elle doit le séduire, gagner sa confiance et le pousser à baisser sa garde. Là, elle pourra le tuer, si son cœur ne la trahit pas avant qu'elle ne renverse la couronne. Sombre, envoûtant, épique, le premier acte de la duologie Vampires Royaux. Pareil, une duologie, nickel, parfait. Donc voilà, on est sur un roman de vampires. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, je vous ai présenté tous les livres de ma pile à lire, j'espère que certains d'entre eux vous ont donné envie. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous devez lire et quels livres vous avez choisi de lire cet été. De mon côté, je vais finir d'écouter L'As de pique, je vais finir de lire Cuit. J'ai aussi commencé le tome 2 d'une saga que j'avais commencé il y a 1 an, qui s'appelle Souveraine. Je décroche un peu, mais en même temps j'ai 3 livres en même temps. Alors moi qui dis que je déteste lire plusieurs livres en même temps, là je me mets à en écouter 3 en même temps, et même 4 si on compte le fait que j'écoute aussi allez, comment ça s'appelle? Assoiffé, la saga Assoiffé. Alors je sais plus comment s'appelle cette saga, le tome 1 s'appelle Assoiffé, donc je vais dire que c'est la saga Assoiffé. Je vous l'avais présenté, me semble-t-il, dans une ancienne vidéo, et là je suis au tome 7. Et pareil, on est sur un univers de loups-garous, de sorcières, de vampires, de tous les êtres surnaturels que vous pouvez imaginer. C'est intéressant, hein, mais c'est très long. J'ai pas mal de livres à lire et j'espère que j'atteindrai mes objectifs. Avant de vous quitter, je devais vous parler de ma relation à la dark romance. Ça m'intrigue, la dark romance. Je voulais comprendre comment est-ce que des jeunes filles de 12, 13 ans, 14 ans pouvaient lire de la dark romance et aimer ça. La dark romance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une romance très très sombre avec souvent des thèmes comme la séquestration, les violences physiques, les violences le harcèlement. Imaginez toutes les thématiques les plus négatives et vous les mettez dans un ou plusieurs romans. Je voulais découvrir ça. Sur Spotify, j'avais la possibilité d'écouter Troublemaker. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai terminé il y a 1 semaine. Et j'ai bien vu que durant ma lecture, mon état d'esprit changeait. Je travaillais, je rentrais du travail et j'écoutais ce roman. Il y a eu plusieurs soirs où, à la fin du chapitre, l'héroïne se faisait harceler, frapper, voilà. Et je voyais bien que ma soirée était très négative, que j'étais très triste, que j'étais inquiète. Et je me dis, comment est-ce que je peux avoir une santé mentale stable si je lis ce genre de roman? Et comment des jeunes filles peuvent se construire et découvrir leur sexualité quand leur référence, c'est la dark romance. Le plus choquant de ce que j'ai pu comprendre serait le livre Captive, où on suit l'histoire d'une jeune fille qui est retenue captive d'un homme et qui subit les pires sévices en permanence et qui a un syndrome de Stockholm, donc elle tombe amoureuse de son ravisseur. Il faut vraiment être accroché. Hein. J'ai 25 ans, j'estime avoir du recul. On n'est quand même pas préparé à ce genre de roman. Donc faites attention à vous, lisez bien les 4e de couverture, ouvrez aussi le roman à la première page pour lire les trigger warnings, feuilletez aussi des chapitres pour voir s'il n'y a pas des scènes un peu choquantes, et prenez soin de votre santé mentale avec ces lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Prenez soin de vous, bonne lecture, et on se dit à la prochaine. Ciao!